4 histoires qui mêlent émotions, qui vont aborder le thème de la famille, entre autres, écrits par des autrices que je découvre ou que j'aime déjà beaucoup. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode de podcast avec, comme je vous le disais, 4 livres qui ont beaucoup de points communs. On va parler du nouveau livre de Anne-Gaëlle Huon. Si vous me suivez depuis un moment, depuis quelques années, vous savez que c'est une autrice que j'adore. Je suis tellement contente de la retrouver. Enfin, j'ai envie de dire, parce que je dévore tellement ses livres qu'elle en sortirait tous les mois, ça m'irait très bien. Mais là, ça a duré, entre le dernier et celui-ci, il y a eu un petit peu plus que quelques mois. Donc je suis tellement ravie de retrouver Anne-Gaëlle Huon dans Le Rossignol. Elle nous emmène encore une fois dans un univers qui change, on va apprendre des choses, et puis toujours son écriture et tout ça. Enfin voilà, je vous en parle juste après. J'ai découvert Valérie Fayolle avec La robe du jaguar, j'allais dire du jacquard, pas du tout, je fais trop de tricot je crois. La robe du jaguar chez les éditions Récamier, une com incroyable auprès des influenceurs, je vais vous en parler, ça m'a titillé, ça m'a donné très envie de lire ce livre alors que pourtant il y a plusieurs points qui auraient pu faire que j'aurais pu ne pas être attirée, mais en fait je l'ai lu et j'ai adoré, il est trop bien. Ensuite, j'ai lu le dernier livre de Cynthia Kafka, Pour qu'elle revienne. 3e livre que je lis de l'autrice, et encore une fois, excellent, donc trop bien. Et puis, j'ai découvert enfin Isabelle Lagarrigue avec son dernier livre, Promis juré, hyper intéressant, hyper bien écrit, et j'ai appris beaucoup de choses sur les jurés d'assises. Et on commence donc avec Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon chez les éditions Albin Michel. Très émouvant. Anne-Gaëlle, j'ai tellement de souvenirs avec elle en fait. La toute première fois que je l'ai vue, c'était en juin 2019 à Saint-Maur-en-Poche. Et en fait, je la rencontrais, j'ai tellement de souvenirs d'elle. Elle est tellement souriante, tellement dynamique, tellement pétillante. C'était voilà, une explosion de joie, c'est une autrice qui en fait m'a donné envie de découvrir ses livres par justement tout ça en fait. Et donc j'ai découvert ces livres avec, j'espère ne pas me tromper dans les titres, est-ce que il y a bien toute la liste? Le bonheur n'a pas de rides. Voilà, avec Le bonheur n'a pas de rides, donc il venait de sortir chez Livre de Poche, je l'ai découvert, j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais je l'ai bien aimé. Et puis ensuite j'ai découvert Même les méchants rêves d'amour. Et là, j'ai été très émue, vraiment, c'était une sacrée découverte. Et donc, je voulais pas m'arrêter là. Donc, j'ai à peine après avoir découvert Même les méchants rêves d'amour, j'ai voulu découvrir Les Demoiselles directement en grand format, sorti en 2020. C'était toute une histoire parce qu'en fait je suis allée dans une librairie qu'elle aime beaucoup pour acheter le livre un mercredi avec les enfants, c'était l'époque où je travaillais pas les mercredis et enfin c'était tout un truc et tout, on en avait profité pour faire un petit tour dans Paris et en fait Anne-Gaëlle a fait une soirée de lancement ouvert aussi aux personnes qui n'étaient pas partenaires d'Albin Michel, ce qui était mon cas, hein. On est en 2020, je commençais à peine à parler de la lecture sur les réseaux parce que je commençais à peine à relire davantage parce que mes enfants ont grandi. Alors c'est pas du tout lié au Covid, hein, c'est pas du tout lié au confinement ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est une période où mes enfants grandissant, après le confinement qui a été assez mastoc de mon côté, j'ai pu relire et tout ça et donc, et en plus, à cette période-là, je commençais à découvrir justement la partie Bookstagram, la partie Booktube. Moi qui étais beaucoup sur, je sais pas comment on peut appeler ça, Knitstagram, Knittube, avec tout ce qui était tricot. Donc je partageais beaucoup sur le tricot sur YouTube, beaucoup sur le tricot sur Instagram. Je suivais quasiment que des comptes de ça. Et j'ai découvert Audrey du Souffle des mots, ça a été l'une des premières. J'ai beaucoup aimé son style et tout, mais elle lit pas du tout ce que je lis. Puis j'ai découvert Steph de Piketty. Pour moi, ça a été voilà, une découverte
hyper intéressante parce que Steph de Piketty, elle lit plein de genres différents et tout ça. Et donc voilà, ça a été cette période avec tout ça. En plus, à la soirée de lancement d'Anne Gaëlle Lyon, j'ai rencontré Chloé et Ameline que je continue de voir de temps en temps dans des événements et tout. Et voilà, c'était nos débuts en fait. Donc c'était assez... Enfin voilà, je pense à tout ça. Et puis après, je crois que c'est l'année d'après, Anne Gaëlle faisait une dédicace à Chartres dans une librairie. Là, je m'étais dit, allez, c'est un samedi, on part en famille, on va faire une petite journée à Chartres en famille et tout ça. En plus, c'est assez sympa. Je connais que le centre-ville, mais je le trouve assez sympa. Et donc là, c'était pour la suite des Demoiselles. Enfin, suite. Disons qu'il y a un lien entre les demoiselles et ce que les étoiles doivent à la nuit. Et ce livre-là reste mon préféré, mais pour l'apprécier, il faut lire Les Demoiselles avant. Et donc, Ce que les étoiles doivent à la nuit, c'est un livre qui est sorti en grand format en 2021, que là j'avais reçu en service presse, que j'avais mais dévoré. Je crois que ça correspond au moment où il y avait le premier tome du Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Il me semble que j'avais reçu les deux à peu près en même temps. Et voilà. Et donc là, on est au tome 4 du Bureau des Affaires Occultes. Et Anne Gaëlle signe son grand retour avec Le Rossignol. Et voilà, c'est... Je vous dis, je suis ravie. Enfin, c'est un vrai plaisir de la retrouver. Puis, j'avais vu à d'autres moments aussi, notamment quand c'était quoi? Ce que les étoiles doivent à la nuit, quand il est sorti en poche, et on avait fait une soirée, je crois que c'était à ce moment-là. Voilà, donc tellement contente, du coup j'y suis allée les yeux fermés. Je dois vous avouer que si c'était pas Anne Gaëlle, si c'était un auteur que je connais pas du tout, juste en lisant rapidement la 4e, c'est pas forcément un sujet qui m'aurait intéressée. Je suis pas une passionnée d'oiseaux, je suis pas une passionnée... alors je connais pas bien la baie de Somme, je suis pas... Enfin, moi, la nature, oui, j'ai un jardin, j'adore mes rosiers. J'adore ce que j'ai planté dans mon jardin, voilà. J'aime les fleurs, mais voilà, tout ça, c'est un petit peu moins mon truc. Mais c'est Anne Gaëlle. Donc en fait, de la même façon, j'ai tellement en tête Les Demoiselles. Si on m'avait pitché Les Demoiselles sans l'incroyable couverture des Demoiselles, avec un autre auteur qu'Anne Gaëlle, je sais pas, mais là c'était dingue, Les Demoiselles, ce livre, il nous emporte, oh là, il fait du bien, c'était tellement une bonne lecture. Donc voilà, je sais que avec Anne Gaëlle, j'y vais les yeux fermés. Et donc là, on part dans ce monde avec des oiseaux, mais avec aussi des sortes d'imitateurs d'oiseaux, entre guillemets, puisqu'on va vraiment... Mais imitateurs, mais professionnels en fait, puisqu'on va découvrir les concours de siffleux. Donc on ne dit pas les concours de sifflets, comme indiqué dans le livre, c'est les concours de siffleux. Et donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur tout ça, je connaissais pas du tout. Et en fait, voilà, avec l'écriture d'Anne Gaëlle, la façon dont elle nous présente les choses, on est captivé et du coup, on apprend, on se laisse porter, c'est tout. L'histoire, de toute façon, du coup, grâce à tout ça, elle est hyper intéressante. Et puis comme je vous dis, il y a l'écriture d'Anne Gaëlle qui fait que la lecture est fluide. Et elle rend tout poétique en fait. J'ai relevé de nombreux passages liés à la nature, notamment aux couleurs, aux oiseaux, etc. Et vraiment, c'est hyper agréable à lire en fait. On a l'impression que le temps s'arrête. Et alors moi, pour que le temps s'arrête, il faut vraiment me forcer. Alors, dis donc... J'arrête jamais. Du coup, me forcer, même quand je me mets dans le canapé pour lire et tricoter, quelque part, c'est pour lire et pour tricoter. Enfin, c'est pas pour lire et tricoter. Non, c'est toujours... Et là, en fait, je lis un livre qui m'oblige quelque part à me poser. Ça fait du bien. Parce qu'on en a besoin, en fait. Alors, on est d'accord. Si on ne se pose jamais, c'est compliqué. La santé sans faire sentir, je peux en parler. Donc, voilà, c'est... sur ça... Ça m'a fait beaucoup de bien. Les thèmes abordés sont hyper intéressants, donc je vous ai parlé de la nature, mais en fait on a l'enfance, on a la famille et puis l'amitié.
en plus de tout ça. En fait, on va suivre Tony. On va suivre Tony en 1994, il a 10 ans à ce moment-là, puis on va suivre Tony de nos jours. On est donc sur une double temporalité, et en même temps, Anne-Gaëlle nous dit pas « Eh oh, là, je repasse en 1994. Eh oh, là, on est de nos jours. » Non, en fait, on lit et on comprend assez vite si on est plutôt en 1994 ou de nos jours. Mais du coup, ça rajoute une dynamique, un rythme aussi à ce livre qui pourrait ne pas en avoir. Des oiseaux, etc. Bon, on pourrait, enfin comme je vous le dis, ça aurait été n'importe quel auteur, ça aurait pu être bof. Bah non, mais pas là. Pas là du tout. Et donc en fait, Tony, il a ce rêve de remporter ce fameux concours de siffleux. Passion transmise par son père, et il fait la rencontre d'un petit garçon, Louis, qui est un petit Parisien, qui arrive dans son école, et puis ils vont se lier d'amitié, mais voilà, derrière, tout ne va pas être si simple. Il y a des secrets, c'est pas d'énormes secrets, mais c'est des choses qui ne sont pas dites tout de suite, et donc qui vont être... Enfin, c'est même pas nous tenir en haleine, parce que pour moi, l'objectif du livre, il n'est pas non plus là, on n'est pas comme dans d'autres livres, à avoir l'impression d'être dans un thriller, dans un polar, et se dire, c'est quoi le dénouement? Non. Pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt, ça vient alimenter, ça vient dynamiser, rythmer la lecture, mais c'est pas non plus quelque chose, comme je vous dis, qui nous tient totalement en haleine. Donc, mais ça, justement, j'ai bien aimé, parce que c'est aussi agréable que ce soit comme ça. L'intérêt du livre est ailleurs, en fait. L'intérêt du livre, c'est une histoire. Et du coup, ça fait poser des questions, et c'est... Enfin, je peux pas vous spoiler, ce serait pas bien. mais derrière, j'ai bien aimé la tournure, parce que je l'ai trouvée originale. Et alors c'est émouvant, on ressent beaucoup d'émotions différentes, tout n'est pas tracé, tout n'est pas prévisible, et j'allais dire une petite leçon de vie, mais en même temps c'est pas moralisateur, mais non, en fait on suit des histoires, voilà, alors qui sont assez exceptionnelles, parce qu'on est sur voilà, un enfant qui veut participer à un concours de siffleux, donc c'est quand même assez exceptionnel, c'est pas c'est un don que tout le monde n'a pas non plus. Mais derrière, on va avoir oui, un parcours de vie quelque part, et avec des regrets, avec des désillusions, et puis des joies aussi, et puis l'innocence de l'enfance versus le monde adulte qui est voilà, un peu plus terre à terre, un peu moins naïf. Et c'est intéressant aussi de comparer les deux via cette double temporalité. Voilà. Donc une histoire, je vous dis, qui fait du bien en fait, parce que voilà, ça fait du bien à tout le monde de s'arrêter et d'observer la nature via un livre. Donc en fait, maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller en baie de Somme pour observer de mes propres yeux. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant par le sujet, par les thèmes abordés, et par cette fin, par cette conclusion, qui au final est différente de ce qu'on peut lire, et en même temps qui fait pas mal réfléchir. Voilà. Je continue avec La robe du jaguar de Valérie Fayolle chez les éditions Récamier. Bon, la couverture elle est trop belle, moi qui adore le vert, je suis servie, il y a tous les verts. C'est voilà. Moi j'ai tendance à aimer ce vert là. Je ne sais pas si vous voyez. Le vert là, voilà, qui est dans les feuilles comme ça. Là, c'est un peu plus mon vert, mais j'avoue que celui, voilà, ici, il est pas mal non plus, le vert foncé. Oh, c'est beau le vert, c'est ma couleur préférée. Alors, comment a débuté l'histoire de ce livre? Eh bien, l'histoire de ce livre a débuté avec un courrier. Courrier un peu bizarre. J'ai pas gardé l'enveloppe, mais en fait, c'était une enveloppe verte. À l'arrière de l'enveloppe, on avait un tampon avec un jaguar dessus. Et donc, j'ai reçu une lettre. Chère Magdalena, j'ai dû quitter précipitamment la France pour trouver refuge en Amazonie. Comme moi, la forêt primaire a atteint son point de basculement. Étrange coïncidence des équilibres instables. Les chamans peuvent sans doute me sauver, mais
pas faire connaître mon histoire. Vous avez ce pouvoir. Je vous donnerai de mes nouvelles très prochainement. Rose des Sables. Ah, donc on reçoit ça. Bon, alors, plusieurs possibilités. Et en plus, l'enveloppe a été tout à fait classique. Hein, je veux dire, il n'y avait pas... enfin, il n'y avait rien de particulier. Pas de signe distinctif. Alors bon, le truc, c'est que signer Rose des Sables, si vous voulez, si on fait une petite recherche internet, Rose des Sables, on n'a pas vraiment un personnage. Hein, on va avoir autre chose qui va ressortir. C'est très bon d'ailleurs, les Roses des Sables. En fait, plusieurs possibilités. Soit c'était une lettre... moi j'appelle ça un fake, enfin je sais pas comment le dire autrement, ce que j'appelle un fake dans tout ce qui est réseaux sociaux, c'est alors une fausse information, mais un faux truc quoi, enfin ou même un piège en fait quelque part, ou voilà ce qu'on pourrait appeler un spam, un courrier indésirable dans nos boîtes mail. Donc vu le sujet, vu le truc, j'ai quitté la France précipitamment, j'ai trouvé refuge en Amazonie, on nous parle de chaman, ils peuvent la sauver. Donc déjà, Amazonie chaman, c'est pas trop mon truc, mais voilà. Et c'est un peu bizarre aussi, enfin c'est abordé dans le livre, hein, chaman avec le côté un peu secte aussi, donc voilà. En même temps, si on voulait me demander de l'argent, bah il n'y a rien, il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de montant. En même temps, on me dit qu'on va me redonner des nouvelles prochainement, mais bon, on m'a pas demandé explicitement de l'argent, donc je sais pas. Je sais pas trop. Et puis en fait, il s'avère que le soir même, sur Instagram, il y avait déjà des personnes qui commençaient à communiquer sur oh, j'ai reçu une lettre bizarre. Et là, ok, j'ai compris, c'était plutôt lié à une maison d'édition. De toute façon, il y avait deux pistes. Hein. Soit c'est vraiment un piège, soit c'est une maison d'édition. Et donc, c'était ça. Donc, on m'attendait avec impatience. Certains ont trouvé tout de suite, mais moi, pas du tout. C'est pas un livre que j'avais demandé. La couverture, comme je dis, elle est trop belle, mais franchement, enfin, c'est pas forcément un livre qui m'aurait attiré. Et puis je reçois un autre mail et tout ça, voilà, de Rose des Sables, qu'en dit un petit peu plus, puis j'en ai reçu un autre, puis j'ai reçu le livre dédicacé et tout ça, et donc voilà, c'est bon, c'était pour parler de ce livre. Bah, ça a quand même titillé ma curiosité, hein. S'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais pas lu ce livre, mais là, ça me donnait vraiment très envie de le lire. Et j'ai bien fait, parce que c'était une très bonne surprise. En fait, ce livre, il est, enfin, comment dire, pas haletant, mais on le lit d'une traite, en fait, on le dévore, on peut... Enfin, c'est pas haletant dans le sens, on a hâte de savoir ce qui va se passer pour les personnages, non, mais c'est qu'en fait, on est quand même pris par l'histoire, il y a du rythme, il y a du rythme, et il y a du rythme par la construction, parce qu'en fait, c'est un roman épistolaire. Alors, moi... J'en avais entendu parler que c'était un roman épistolaire, ça se trouve c'est même écrit quelque part, oui, à travers ce roman épistolaire, donc je sais plus si je l'ai lu sur la 4e ou si quelqu'un me l'a dit. Et en fait, roman épistolaire, moi je pense un petit peu à la lignée d'Aurélie Valognes, qui est le dernier roman épistolaire que j'ai lu, où voilà, on a une toute jeune autrice qui échange avec une autrice plus expérimentée, et en fait, comme ça, dans leurs échanges, eh bien... on va les découvrir, et puis c'est un échange de lettres, donc il y a un côté très à l'ancienne, voilà, donc j'imaginais, roman épistolaire, moi je suis un peu sur ce truc-là. Et pourtant j'en ai lu d'autres, des romans épistolaires où on est sur des échanges de mails. Le dernier que j'ai dû lire, c'est celui de Laure Manel, Histoire d'A. Voilà, sinon il y a Daniel Glatauer, si je me trompe pas, enfin aussi avec des échanges de mails. Donc, mais bon, moi, roman épistolaire, je dis, je suis partie, je me dis, oh, ça va être des courriers, et puis du coup, excellent, nous envoyer une lettre, nous envoyer des mails et tout. Mais encore plus excellent que c'est ça, le roman épistolaire de Valérie Fayolle. C'est pas un échange de lettres hyper, uniquement des lettres hyper... Il y a plusieurs choses en fait. Il y a des échanges de mails, il y a aussi des extraits du journal un peu carnet, journal intime de Rose. Et les échanges de mails, c'est pas en one-to-one, c'est pas uniquement Rose avec une seule personne, non, c'est Rose avec plusieurs personnes, avec son ex-mari, mari, ils n'ont pas encore signé le divorce, mais bon, mari, futur ex-mari, et ses enfants, sa fille et son fils, et son conjoint.
Voilà. Et donc, échange de mails comme ça. Il y a aussi d'autres petites exceptions, mais voilà. Et c'est par ordre chronologique. Donc, parfois, on va avoir Rose qui va envoyer 2-3 mails d'un coup, à des heures très proches. Est-ce qu'on l'a là? Rose. Oui, là, par exemple. Rose, elle écrit à Elisa le 5 juin à 8h32, puis elle écrit à Alexandre le 5 juin à 9h11. Et voilà. Et puis ensuite, elle reçoit un message de sa fille Elisa le 6 juin à 17h36. Et puis ensuite, le 6 juin, elle écrit dans son carnet, voilà. Et puis ensuite, le 7 juin à 14h41, c'est Alexandre qui répond à sa mère. Et puis Adrien, qui est l'ex-mari, le mari ex-mari de Rose, lui écrit le 7 juin à 21h12, et puis il lui réécrit le 7 juin à 22h20. Ah non, il lui réécrit pas, il écrit à quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez dynamique, assez rythmé. Voilà comment ça se présente. Hop, je sais pas comment me mettre. Voilà. Je vous montre en remontant, mais voilà comment ça se présente. Donc les pages, elles sont pas très remplies. C'est un livre qui fait un peu plus de 250 pages, mais ça se lit vraiment très vite. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Bah oui, au final, j'ai quand même aimé cette histoire, mais je vous explique pourquoi. Donc j'ai aimé le style, j'ai aimé le fait que ce soit un roman épistolaire, j'ai aimé les personnages, et donc j'ai aimé l'histoire. Alors, en fait, pour moi, ce qui prend plus de place dans l'histoire, c'est la partie familiale. Parce que je vous ai dit, Rose, elle échange des lettres avec son mari, ex-mari, futur ex-mari, ses enfants, son conjoint actuel, et donc en fait, on va avoir des échanges entre eux, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Rose, je sais plus quel âge elle a exactement, mais ses enfants sont adultes, jeunes adultes, eh bien, elle part, et en fait, elle ne le dit pas. Et à un moment donné, elle dit, ben en fait, je suis partie en Amazonie. Alors les enfants, ils ont l'air un peu habitués à l'originalité de la mère, mais quand même, elle n'a jamais été jusque-là. Et donc voilà, on a des échanges comme ça. Mais t'es partie où, maman? Je passe mes euros, je vais aller chez papa, du coup. Voilà. Donc la fille, elle est très attachée à sa mère. Le fils, il est dur avec sa mère. Il est dur, mais on a une surface de colère, on va dire. À l'intérieur, il y a un petit peu autre chose. Et puis, échange avec son futur ex-mari, avec son conjoint. En plus, elle a chanté une chanson, etc. Enfin, il y a plein de trucs, etc. autour de Rose, qui est assez original, mais en même temps, enfin, si elle est originale, mais elle n'est pas non plus totalement écervelée, hein, c'est pas du tout le cas. Et en fait, j'ai aimé parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est plus une histoire de famille, c'est ces liens. Et comme en fait, ils s'écrivent, bah, il y a un côté qui est beaucoup plus intime parce que c'est peut-être plus facile dans certaines familles de dire je t'aime très fort, je t'embrasse par mail qu'en vrai, en fait. Et puis, en fait, ils vont vraiment se livrer sur ce qu'ils vont ressentir. Et donc, ça... Enfin, ouais, je sais pas si on peut dire qu'il y a plus d'émotion que d'intrigue non plus, que de faits, en fait. Mais derrière, ça apporte quand même tout ça. Enfin, et c'est fort, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je suis mère de famille. Bon, mes enfants n'ont pas cet âge-là, mais j'aime vraiment ce sujet. J'aime vraiment voir... ouais, enfin, ce côté familial, en fait. Et avec l'originalité de la construction des lettres, des mails, qui permettent en fait de voir ces relations autrement. Et voilà. Donc pour moi, ça a été hyper intéressant. Là où on a davantage de faits, quelque part, c'est dans les carnets de Rose, parce qu'en fait, elle raconte ce qui se passe en Amazonie. Et bon, bah voilà, avec tout le truc, le côté cliché, où on se dit, oh, elle va avoir un chaman avec tous les trucs, oh, c'est un peu, ouais, enfin, bon, moi je vous dis, c'est pas mon truc, après ça dépend de chacun, mais c'est vrai que derrière, il y a un côté où tous les clichés sont exposés en me disant, bah,
tu vas voir un chaman, ok, enfin c'est bon, il t'a attiré dans sa secte, enfin il y a ce côté-là. Et ça va être un peu différent. Alors, je veux pas dire que ça renverse pas, ça bouleverse pas totalement les croyances qu'on peut avoir. Après, voilà, ça dépend de chacun aussi. Mais c'est intéressant comment c'est amené et j'ai bien aimé parce que justement n'étant pas, enfin étant assez rationnel et puis les côtés croyances, bon c'est un peu moins mon truc. Bah là les personnages sont comme ça. Et donc du coup j'arrive davantage à m'identifier à eux parce qu'ils sont comme ça à la base. Sauf qu'en fait ça va un petit peu évoluer parce que l'histoire elle n'est pas si lisse que ça. Et en même temps est-ce qu'on peut parler d'une histoire lisse quand on a une mère de famille qui part en Amazonie sans rien dire à personne? Je sais pas. Mais voilà, bon c'était bien, c'était même très bien, c'était intéressant. Et enfin, ouais, à lire en tant que mère de famille, c'est très intéressant je trouve. Voilà, donc je vous le conseille, La robe du jaguar de Valérie Fayolle, que je suis très contente du coup d'avoir découvert avec cette com juste dingue. Je continue avec Cynthia Kafka pour qu'elle revienne chez Charleston. C'est le 3e livre que je lis de l'autrice, pardon. J'ai lu le 1, le 3, le 4. Alors, le tout premier, parce que moi j'ai quand même des soucis de mémoire avec les titres. Je suis venue te dire, j'ai beaucoup aimé. Et Le sourire au livre, qui est sorti l'année dernière chez Charleston. Et coup de cœur. Coup de cœur. Donc j'avais très hâte de retrouver Cynthia Kafka dans cette histoire. J'ai rien lu de la 4e, il n'y a pas besoin. C'est un roman qui est court. Il fait 235 pages. Il se lit très vite. Et en même temps, en 235 pages, l'autrice arrive à nous faire voyager, à nous donner plein d'émotions. On passe du rire aux larmes, En fait, j'ai trouvé que l'histoire, elle était extrêmement riche pour aussi peu de pages. Et c'est le genre de réflexion que je me fais aux environs de la page 100, quoi. Quand j'arrive à la page 100, je me dis, waouh, déjà, j'arrive déjà à la page 100 et tout ce que j'ai vu déjà, enfin, c'est assez incroyable. Ce qui fait que ça donne l'impression que enfin, c'est pas une économie de mots non plus, mais ça veut dire qu'il y a juste les mots qu'il faut. Mais on pourrait se dire, juste les mots qu'il faut, ça peut être juste, ah tiens, le ciel est gris. Point. Le ciel est gris. 4 mots. Pendant que d'autres diraient « Ah, le ciel a revêtu son manteau grisâtre, les nuages avancent doucement en fonction du vent, on se retrouve dans une atmosphère... » Voilà, on peut avoir tout un truc comme ça, que j'aime bien, hein, mais on peut avoir tout un truc comme ça pour nous dire que le ciel est gris. Bah, l'un est quand même plus poétique que l'autre. Mais l'un est quand même très factuel et du coup on a peu de mots. Mais en même temps, Cynthia Kafka, elle n'est pas sur le côté hyper factuel avec une économie de mots. Parce qu'en fait, ce qu'elle écrit, malgré tout, c'est poétique. Alors, il n'y a pas besoin de 15 lignes pour dire que le ciel est gris. C'est vrai. C'est vrai. Mais derrière, j'ai quand même pas l'impression... Là, en même temps, j'ouvre une page, écoutez, on est pile sur ça. Début du chapitre 16. Assise sur un muret, je regarde le soleil sortir de son lit derrière la mer. J'ai à peine fermé l'œil de la nuit et me suis éclipsée de la chambre aux premières lueurs du jour. On aurait pu avoir « Le soleil sort doucement de son lit » et avoir 10 lignes comme ça. Ou alors juste « Ah, je regarde le soleil qui se lève ». C'est quand même pas très beau, c'est pas aussi beau le soleil qui se lève plutôt que je regarde le soleil sortir de son lit derrière la mer. C'est une belle image en fait. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que c'est poétique, mais il n'y a pas besoin de 50 000 mots. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à un livre aussi court, avec cette impression d'avoir vécu 50 000 trucs, d'avoir voyagé, d'avoir vu le soleil. J'ai lu à une période où il faisait moche, il faisait tellement moche, ça faisait du bien. Qu'on voit le soleil, c'est émouvant, c'est poétique, enfin voilà, il y a tout dans 235 pages. Donc pour moi, c'est vraiment une prouesse parce que naturellement, vous savez que je suis bavarde, et donc naturellement, j'écrirais pas une histoire comme ça en 235 pages. Déjà, je ne sais pas bien écrire, mais je veux dire, je suis admirative en fait de ce côté, en peu de mots, on arrive à faire passer tout ça. Ça me fait un petit peu penser à l'écriture de Laure Manel, qui fait des chapitres très 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 courts, et en fait, en un chapitre, on sait déjà plein de choses en fait. Voilà, donc c'est
assez dingue en fait. Voilà, un roman court avec une richesse assez incroyable. Les personnages sont attachants et en même temps, alors tous peut-être pas, parce qu'il y en a une, on ne sait pas trop. Et pourtant on commence avec elle. En fait c'est assez compliqué parce que Margot, quand elle fête ses 15 ans, le jour de ses 15 ans, sa mère disparaît. Et elle a jamais eu trop de nouvelles en fait. Enfin, c'est jamais eu trop de nouvelles. Elle a jamais su. Enfin, est-ce que sa mère est décédée? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle a disparu de son plein gré ou pas? On a l'impression que oui. Et donc forcément, ça la marque. Et donc la mère de Margot, bah, en fait, on la voit tout de suite, au tout début du livre. On commence avec un prologue qui date donc du 5 octobre 2008, un prologue qui fait une page et en fait voilà, elle explique que bah, on comprend que ça allait, qu'elle aime bien les renouveaux, c'est ce qu'elle nous dit, et que voilà, ça va moyen. Elle met j'ai laissé filer le temps jusqu'à ce jour où plutôt que de tomber définitivement j'ai fui, jusqu'à ce jour où j'ai disparu de ma vie. Voilà. Donc on commence avec elle, on ne sait pas trop, mais en fait après on la laisse et on va plutôt suivre Margot. C'est raconté à la première personne, donc moi c'est ce que j'apprécie. Donc on a quelques passages de sa mère qui sont écrits en italique. Il y a vraiment les dates précises, donc c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur deux temporalités, on est en réalité sur un petit peu plus que ça. Enfin globalement on est dans le présent, mais on a quand même des retours arrière qui ne sont pas toujours au même moment. Donc c'est bien d'avoir les dates exactes. Et vraiment, c'est prenant, ça fait poser des questions. Parce que du coup, Margot, bah, en fait, on la revoit 15 ans après ses 15 ans, juste avant ses 30 ans. Et elle a une piste. Elle a une piste pour retrouver sa mère. Elle se fait accompagner de son meilleur ami Timothée, qui est son meilleur ami depuis l'enfance, son voisin, enfin. Et elle se fait accompagner dans un voyage qui va nous amener au soleil et puis dans des lieux qui ont l'air juste sublimes. Du coup, ça m'a donné très très envie de retourner en Corse. Et du coup, on va... Enfin, moi, j'ai lu ce livre un peu de deux façons différentes. Enfin, j'ai été prise entre deux, mais en même temps, c'est exactement le livre. C'est-à-dire qu'on a l'intrigue et on a les émotions. Donc, l'intrigue, bah, moi, c'était un polar. J'ai lu ce livre comme un polar. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour sa mère? Pourquoi elle est partie? On a l'impression que c'est vraiment ça, elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a eu, quel va être le dénouement, est-ce qu'elle va retrouver sa mère vivante, est-ce qu'en fait elle va pas la retrouver, est-ce que en fait on apprend que c'est pas une disparition, est-ce que volontaire, est-ce qu'en fait si c'était une disparition volontaire mais poursuivre quelqu'un, voilà. Et en fait on a forcément quand on lit ce livre et qu'on aime les polars, on va avoir 50 000 hypothèses qui vont comme ça s'enchaîner et jusqu'à savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et en même temps, j'ai lu ce livre comme une maman, parce que je suis une maman. Margot, elle a 15 ans, moi-même, j'ai pas d'enfant de 15 ans pour l'instant. Et en lisant ce livre, en fait, eh bien, je me suis mise à la place de Margot, mais pas comme si moi, j'avais 15 ans. J'ai plutôt imaginé ma fille aînée à 15 ans. Et donc j'ai pas lu ce livre en m'identifiant à Margot et en pensant à ma propre mère, j'ai plutôt pensé à ma fille aînée, et enfin puis même à mes enfants globalement, et à ce qu'ils pourraient ressentir et pourquoi on peut faire ça si effectivement c'est une disparition volontaire, comment on peut disparaître de la vie de ses enfants. Margot est pas fille unique, hein, mais c'est elle qui a le plus alors mal vécu, qui a le plus oui, mal vécu la situation. Mais quand on dit mal vivre la situation, c'est je me suis fait mal au pied, je vis mal la situation. Non, là, il y a sa mère qui disparaît, on est quand même sur un autre niveau. Donc c'est pour elle que ça a été le plus dur, le plus... Voilà. Et elle a toujours ressenti une certaine culpabilité, enfin...
pas forcément culpabilité, en tout cas responsabilité vis-à-vis de sa famille, comme si elle voulait combler le manque pour son père, pour sa sœur, presque en arrêter de vivre, toujours tournée vers les autres en fait, vers ceux qui pour elle souffrent plus de la situation qu'elle. Voilà. Et voilà, c'est prenant, c'est super bien écrit, c'est haletant, enfin voilà, c'est vraiment très très bon. Cynthia Kafka, je l'avais déjà dit l'année dernière, j'y vais les yeux fermés. L'année dernière, je venais de découvrir 2 livres, je m'étais déjà dit ça, là je suis au 3e, je me dis ça, et j'ai encore un dernier à découvrir, Contre vents et marées, que j'ai hâte du coup, enfin c'est... Ah, c'est une très bonne autrice. C'est vraiment une très bonne autrice. On est sur des sujets qui sont pas évidents quand même, hein. Je vais pas dire tabou. Bah si, est-ce qu'on voit souvent des mères disparaître volontairement? Est-ce que c'est un sujet qu'on pourrait même accepter? Ça peut aussi être une prise de risque en fait, hein. On sait qu'on a... on sait que voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour le droit des femmes, etc. Puis là, on part d'une mère qui disparaît volontairement et quelque part, il y a un côté coupable. Euh, et en même temps, est-ce qu'il n'y a que les hommes qui ont ce droit-là? Bah non. Bon, ça évoque plein de choses. Moi, c'est vraiment un très bon livre que je vous conseille. Voilà, pour qu'elle revienne. Et puis, je termine avec Promis juré d'Isabelle Lagarrigue, que je souhaitais à tout prix découvrir parce que je l'ai vu l'année dernière à plusieurs soirées de lancement. Et je m'étais dit, non mais il faut que je découvre Isabelle Lagarrigue, il faut vraiment que je découvre Isabelle Lagarrigue. J'avais acheté l'année dernière son livre Nos racines invisibles, que j'avais pas lu. C'était vraiment, je souhaitais le lire. Et en fait, à chaque fois, il y avait un autre livre, autre chose. Et puis, j'en ai un autre d'elle. C'était un accident que j'ai reçu de Charleston en format poche. Donc là, c'est le 3e que j'ai d'elle. Et donc, il était temps quand même de la lire, hein. Et j'ai préféré lire le dernier parce qu'il n'y a pas de lien entre les livres. Voilà. Parce que sinon, vous savez que j'aime lire les livres dans l'ordre quand il s'agit d'une série. Donc, premier livre que je lis d'Isabelle Lagarrigue, on m'en avait dit, mais vraiment beaucoup de bien, de son écriture, de ses intrigues, vraiment à découvrir. Puis elle est tellement gentille, enfin, voilà. Donc j'y suis allée en espérant ne pas être déçue, parce que c'est bien de survendre, entre guillemets, des auteurs et tout ça, mais si au moment de la lecture, je fais « Ah, ah ». C'est dommage. Bah non, en fait, j'ai fait ah, ah parce que c'était bien. C'est un roman choral qui est captivant dès le début. On suit 3 personnages. On suit Norma, on suit Dylan et on suit Martine. Martine est plus âgée que Norma, qui est plus âgée que Dylan. On a donc ces 3 personnages qui ont un point commun. Ils sont sélectionnés, nominés, convoqués, c'est plutôt le mot, parce qu'ils sont jurés d'assises. Ah, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Grâce à ce livre, j'en sais un petit peu plus. Voilà, jurés d'assises. Bon, ils reçoivent cette convocation, il faut y aller. Ils ont des vies totalement différentes, mais vraiment, vraiment totalement différentes. Ils ont chacun une part d'ombre, mais pas tout à fait la part d'ombre. C'est marrant parce qu'en fait, on sent qu'il y a des parts d'ombre, on sent qu'on va avoir des choses, et puis c'est le genre de livre où si on n'a pas à la fin un petit retournement de situation, on aurait du mal un peu à comprendre, parce que pour moi, dès le début, on comprend dès le début qu'il y a parfois des histoires d'apparence. On n'est pas dans un thriller domestique, hein. C'est pas quelqu'un qui affiche un beau sourire et qui en fait a tué 10 personnes la semaine dernière. C'est pas du tout ça. Mais c'est des apparences qu'on croise régulièrement dans la vie de tous les jours. C'est des choses qui peuvent tout à fait se produire. Et en fait, on se retrouve à suivre ces personnages. Et en fait, moi je me suis beaucoup attachée à Norma, parce que Norma, c'est celle qui a la vie la plus proche de la mienne. Elle est mère de famille, je sais plus exactement l'âge qu'elle a, mais bon, voilà, on n'est pas si éloigné que ça. Elle a ses enfants, à un moment donné elle parle de fête d'anniversaire, ça me parle tellement. Elle a
elle a une blessure en fait. Elle vient d'un autre milieu que celui dans lequel elle vit. Et c'est voilà, c'est une blessure. C'est une blessure. Et en fait, avec elle, les apparences sont trompeuses, mais pas d'une façon pas d'une façon thriller psychologique ou thriller domestique, c'est plutôt qu'il y a tout ça en fait, c'est que elles se sont pas forcément à sa place, etc. Donc ça c'est dès le début en fait, dès qu'on rencontre Norma, on sait tout ça, et donc c'est là qu'on comprend que les personnages qu'on va voir ne sont pas si prévisibles que ça. Et donc c'est le cas de Dylan et de Martine où effectivement il y a des choses qu'on pourrait penser et c'est pas tout à fait ça. Alors après je vous dis, comme je vous dis, hein, c'est pas des trucs incroyables, c'est pas des trucs énormes, c'est pas un retournement de situation dingue parce que c'est un livre qui donne l'impression d'être dans la vraie vie et donc c'est des cas qui peuvent se produire tous les jours et donc ces apparences là en fait c'est juste ça nous montre l'intérieur et la réalité de personnes, mais qu'on pourrait croiser. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu des moments avec Dylan et Martine. Vraiment, j'étais avec eux, j'assistais au procès, j'échangeais avec eux autour d'un verre le soir ou à un autre moment. Et voilà, j'ai eu l'impression que c'était des vrais gens. Et ça, c'était vraiment très fort. C'est hyper fluide, ça se lit bien, les chapitres sont courts, le fait d'alterner comme ça de personnages, c'est intéressant. De mémoire, il y a une petite originalité. Je vérifie quand même. Norma, quand on est avec Norma dans un chapitre, c'est écrit à la première personne. Quand on est avec Martine, c'est écrit à la troisième personne. Et quand on est avec Dylan, c'est écrit à la première personne. Donc au départ, on a un chapitre avec chacun, un peu introductif, pour voir ce qu'ils faisaient au moment où ils ont reçu cette convocation et du coup ce que ça impliquait pour eux, puis les émotions. Et puis ensuite, on commence jour 1. Et donc ensuite, on a chacun des personnages. C'est intéressant, ils se connaissent pas, ils sont très très différents tous les trois, ils se connaissent pas, ils vont apprendre à s'apprécier, ils vont même, enfin voilà, ils vivent quand même une sacrée expérience, donc ça va les lier, ça va les souder, enfin donc ça c'est assez fort en fait, et on peut le comprendre, c'est assez fascinant en fait comme histoire, comme aventure à suivre. Parce que, comme je vous dis, moi, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et puis on voit ces liens qui se font, en fin de compte, et chacun avec sa personnalité. Donc, certains vont être un peu plus, vont y aller davantage et vont bousculer un petit peu les choses. D'autres donnent l'impression d'être surtout pas comme ça, mais en fait, ils le sont un petit peu. Et voilà, bon, c'est intéressant. Donc moi, le côté les apparences sont trompeuses, c'est que c'est un sujet, vous le savez, qui me passionne. Et là, j'ai aimé que ce soit vraiment transposé dans une vie, mais que tout le monde connaît. Et donc, ça reste des apparences légères et en même temps, elles existent. Et en même temps, elles viennent brouiller les cartes, brouiller les pistes. C'est que si on suit les apparences, on peut être convaincu que dire quelque chose à quelqu'un, enfin dire tel ou tel truc à cette personne-là, ce sera pris de telle façon. Et en fait, c'est pas le cas parce que en fait, voilà, la personne se cache derrière un masque et qu'elle n'est pas comme ça intérieurement. Enfin voilà, c'est hyper passionnant. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre, mis à part que je vous conseille, que c'est une très chouette découverte et que je lirai les autres, c'est sûr. J'ai vraiment été très touchée et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. J'arrivais pas à m'arrêter. Et là, pourtant, on n'a pas ce côté polar, on ne peut pas se dire à la fin, ah, on sent qu'il y a un truc. Non. Moi, j'ai imaginé des choses hein, quand même, hein, je dois vous avouer, hein, mais je vais pas vous dire quoi parce que ça s'est pas passé comme ça. Mais c'était intéressant et c'était prenant. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou autres. En tout cas, 4 livres que j'ai enchaînés. Je me demande si je les ai pas lus tous les uns après les autres. 4 livres d'autrices que j'apprécie
ou à découvrir, comme je vous le disais en introduction, que je découvre et que je souhaite continuer à découvrir. On est sur de la littérature contemporaine dans les 4 cas, comme je vous disais, des histoires de famille, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, on a d'autres sujets qu'on ne connaît pas tout de suite, mais j'ai pas voulu vous en dire plus, parce que dans certains cas, vraiment, c'est assez surprenant la tournure de l'histoire, mais moi j'ai vraiment apprécié bah ouais, ces interactions entre les personnages. Pour moi, ces 4 livres qui viennent de sortir, d'autrices, euh, j'ai pas leur âge exact à toutes, mais bon, hein, qui doivent être à peu près dans les mêmes âges. Je crois qu'Anne-Gaëlle Lyon est quand même bien plus jeune, elle est plus jeune que moi. mais voilà, pour moi, ils ont vraiment des points communs et en même temps, ils sont différents. Et c'est vraiment des autrices que je relirai forcément. Voilà. Donc j'étais contente d'enregistrer cette vidéo, vous l'avez compris. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. S'il y a un de ces livres qui vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à me dire lequel. Et puis si vous en avez lu aussi, ou si vous avez déjà lu d'autres livres de ces autrices, alors bah, forcément, je suis intéressée par les livres que vous avez lus d'Anne-Gaëlle Lyon et Cynthia Kafka, même si je ne suis pas tout à fait à jour pour Cynthia Kafka, mais parce que voilà, c'est 2 autrices qui, pour moi, je fonce les yeux fermés. Mais si vous avez lu d'autres livres de Valérie Fayolle ou d'Isabelle Lagarrigue, bah, ça m'intéresse de la même façon parce que ça me m'aidera à choisir le prochain ou un prochain. En l'occurrence, Valérie Fayolle a écrit Kilomètre 930 qui vient de sortir chez Pocket et du coup qui m'intrigue beaucoup après la lecture de ce livre-là et après autrice aussi d'une pièce de théâtre. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt.